classique. Et puis bonsoir à tous nos amis internautes sur le www.themradio.com. Ce soir, malgré la chaleur, eh bien, je vous propose une soirée de détente avec le romantisme, avec un compositeur, un auteur-compositeur et pianiste assez, j'allais dire méconnu, non, mais plus trop à la mode. C'est malheureux pour ça. C'est Robert Schumann. Et pour ce faire, eh bien, j'ai un invité qui vient tout juste d'arriver dans le studio. C'est Jean-Eudes Mazy qui va nous conter la vie, l'œuvre de Robert Schumann. Jean-Eudes Mazy, bonsoir. Bonsoir Dominique. Bonsoir chers auditeurs. Alors ce soir, une rétrospective, malgré la chaleur, parce qu'il fait aussi une chaleur écrasante dans le studio, une soirée consacrée à Robert Schumann, voilà. C'est donc, je vais te donner la parole pour nous commenter sa vie et son œuvre. Moi, je vais continuer à improviser, c'est pas le problème. Robert Schumann, donc, je te laisse la parole pour nous parler de lui. Parlez-nous de lui. Eh bien, on va en parler de Robert Schumann. Alors, tu nous parlais, Dominique, de l'été, de la chaleur éprouvante. Et oui. Schumann, c'est la même chose, non pas par les températures, mais les températures du cœur, pourrait-on dire. Oui, et puis ici, le matériel souffre également. Le matériel souffre également. Le piano de Schumann ne souffrait pas, mais il endossait donc toutes les verves de ce compositeur. Alors, si l'on devait résumer ou réduire Schumann en 2 mots, en sachant que ces 2 mots n'en forment qu'un, en tout cas ils sont synonymes, ce serait la passion, justement. Là on a la passion torride du temps, et là ce serait la passion ou Clara. Clara, on y viendra tout à l'heure. Alors tu me diras, Dominique, que la passion c'est un peu la vertu, pourrait-on dire, du siècle des romantiques, le 19e, c'est là où on brûle la bougie par les 2 bouts, c'est le feu enflammé, c'est l'exacerbation des sentiments. Oui, en quelque sorte, Schumann, c'est la chaleur et Clara, l'orage. En tout cas, Clara, c'est plus une muse. C'est l'inspiratrice de l'orage chez Schumann, en sachant que Schumann s'est beaucoup battu pour avoir la main de Clara, et donc c'est pour ça qu'il a dédié ses 10 premières années de compositeur tout pour le piano, ce piano étant son confident le plus intime, où il pouvait dire justement cette tragédie de ne pas pouvoir obtenir la main de Clara. Mais on vous dira un peu pourquoi, on approfondira cette histoire-là. Mais donc voilà, donc c'est le siècle des romantiques. C'est le siècle de la passion. Schumann, c'est le compositeur, moi je dirais, le plus amoureux de toute la trilogie Chopin-Liszt, qui sont nés pratiquement pareil en 1810, 1811 pour Liszt. Ou même Mendelssohn qui lui est né en 1809, donc juste avant, mais lui était plutôt, on va dire, plutôt classique que romantique, disons qu'il était plus sage. Schumann déborde. Alors justement, on parlait de Mendelssohn, et donc Mendelssohn, on vous propose justement un extrait pour que vous vous souveniez un peu de qui il était. Donc le voici dans une œuvre très connue. Donc voilà, Dominique,
c'était Mendelssohn. Mendelssohn. Dans son concerto très connu, son concerto pour violon avec Maxim Vengerov au violon et sous la direction de Kurt Masur. Donc ça, c'était Mendelssohn. Alors il y a Chopin, bien sûr. Chopin, beaucoup tourné vers la mélancolie, voire même parfois la morbidezza, la morbidesse. Donc on retiendra sa sonate funèbre. Mais Chopin a aussi tourné vers l'héroïsme de sa Pologne lointaine, puisqu'il s'est retrouvé donc en France à partir de 20 ans. Il se considérait comme exilé de la Pologne. Donc Chopin, c'est la passion, mais plutôt la passion aussi pour son pays et pour cette sensation de ce dzal, cette nostalgie dont voici Chopin, son œuvre la plus caractéristique. Je serais prêt à parier personnellement Vladimir Horowitz. Ah oui, bien sûr, mais c'est Vladimir Horowitz qui a toujours su très très bien interpréter donc la fameuse polonaise héroïque opus 53 de Chopin. C'était vers la fin de la vie de Chopin puisqu'il va jusqu'aux opus 65. Donc là on a le Chopin, donc ce romantique épris justement de cette nostalgie qui est très chère aux romantiques, mais qui n'est pas la passion, ou plutôt c'est la passion pour une patrie lointaine, donc la Pologne pour Chopin. Alors au niveau justement de l'amour, Chopin qui aime l'amour, on a Liszt, donc tout ça, Mendelssohn, Chopin, Liszt, c'est un peu le noyau dans lequel se situait Schumann, puisqu'ils sont de la même époque, de la même génération. Alors Liszt, c'est le grand, le bel hongrois, celui qui fait des prouesses, des miracles dans son piano, qui fait des acrobaties extraordinaires, qui aimait beaucoup les femmes l'aimaient beaucoup, et il s'aimait aussi beaucoup lui-même, et d'ailleurs il a fini abbé, l'abbé Liszt à la fin de sa vie. Donc Liszt, on l'a dans cette fameuse œuvre, rien que le titre évoque le personnage, étude d'exécution transcendante numéro 2, ici interprété par l'italien Michele Campanella, Liszt.
Franz Liszt. Franz Liszt, donc le piano de Liszt, ce piano d'exécution transcendantale, puisque c'était son étude numéro 2 d'exécution transcendante par l'italien Michele Campanella. Et alors, on avait le piano de Chopin qui rendait un hommage glorieux à sa Pologne natale. On avait un Liszt qui transfigure, j'allais dire défigure, il défigure peut-être les mains du pianiste ou la motivation, mais en tout cas il transfigure le piano. Et on a Schumann, nous voici dans son piano enflammé, voici Schumann, Robert.
Robert Schumann, finale de la sonate numéro 3, opus 14, par Éric Lesage. Tout à fait, un très bon pianiste, Éric Lesage, un pianiste actuel français, et qui a d'ailleurs fait un intégral Schumann pour son bicentenaire en 2010. Et donc voici donc justement le final de cette sonate numéro 3, opus 14 en fa mineur, donc le dernier mouvement de sa sonate, il en a écrit que 3, c'est la troisième, indiqué par Schumann, prestissimo possibile passionato, ça veut dire le plus vite possible et passionné, on parlait de passion, ça c'est Schumann. Donc comme je vous le disais, c'est son opus 14, il a écrit ses 26 premiers opus, ses 26 premiers opus, grosso modo, sont dédiés intégralement pratiquement au piano. Et c'est par ce piano qu'il pouvait traduire son feu et sa passion pour cette jeune Clara qui était de 9 ans sa cadette. Et donc, vous avez pu entendre justement ce feu, cette inspiration continuelle. Schumann débordait d'inspiration. Alors, au niveau de sa musique, bon, c'est vrai que le piano est certes son compagnon de l'enfance et comme vous avez pu l'entendre ici, le symbole de l'être aimé. Alors, c'est vrai que sa musique, c'est un peu, comme dirait Roland Barthes, c'est un peu le règne de l'intermezzo, c'est Schumann. Ça veut dire les pièces brèves. Il voulait, malgré, là, on a entendu une sonate, donc une forme assez lourde, en conséquence, on va dire sculpturale ou architecturale d'une œuvre musicale, mais il a voulu respecter ses anciens en se tournant vers la sonate, mais en vrai, il était surtout très très bon dans les formes brèves. Et alors, comme il disait à Clara en 1838, qui n'était pas encore sa femme, il lui disait: je m'amuse à trouver des formes nouvelles. Ou comme disait Olivier Alain à propos de la musique de Schumann, il disait la musique de Schumann naît tout armée dans sa complexité spontanée sous l'angle harmonique, polyphonique, rythmique et dynamique. Cette musique est de loin la plus riche de son époque en événements divers dans l'instant musical. Au piano, Schumann rivalise sans peine avec Chopin sur le plan de l'originalité des idées et de la beauté des dispositions sonores. C'est ainsi que traduisait Olivier Alain la musique de Schumann. Alors c'est vrai que Schumann, c'est le fils romantique de Beethoven par le souhait. Donc Beethoven qui est juste avant, Beethoven est mort en 1827 et Schumann est arrivé compositeur en 1830. Il est né en 1810, il fallait lui laisser un peu le temps de devenir compositeur. Donc voilà, c'est le fils romantique de Beethoven par le souhait d'une appréhension cosmique de sa mission. Il disait, Schumann, la musique est ce qui nous permet de nous entretenir avec l'au-delà. La musique nous aide à descendre en nous-mêmes, à y découvrir la divinité que nous cherchons en vain dans la vie et dont nous avons une soif inaltérable. Donc pour représenter très très bien cette brièveté, voici un des extraits des Davidsbündler Tänze Opus 6, c'est-à-dire les danses des compagnons de David, dont on vous expliquera à quoi correspondent ces compagnons de David, par le pianiste Jérôme Rose. Très très court, Schumann a l'art de faire dans la brièveté. Voici cet extrait qui dure 40 secondes. Oui, on peut pas trouver plus court. Alors ce n'est pas calme tout ça, on aurait tendance à penser que, en fait, Robert Schumann c'était le calme, la musique posée, toute calme, comme rêverie de Schumann. Rêverie de Schumann, de ces scènes d'enfants, qui d'ailleurs a été l'étude par le compositeur après moderne Alban Berg, une étude fabuleuse, enfin où il voyait que c'était quelque chose d'extraordinaire au niveau du contrepoint. Alors peut-être que c'est parce que Schumann, ça veut dire cordonnier, de ce que j'ai pu apprendre, mais je suis pas sûr. Ça voudrait dire cordonnier, peut-être en allemand. Mais bon, Schumann
Schubert, justement, avec Schubert et Schumann, Schubert est la génération d'avant, donc c'est un romantisme où on parle un peu du moi, où on parle de soi-même, mais c'est encore un petit peu timide. Beethoven, lui, c'est un romantisme exacerbé, mais plus dans la lutte, et non pas de l'amour, mais dans la lutte des hommes, de l'humanité contre l'injustice, finalement. D'où d'ailleurs sa dernière symphonie numéro 9, qui fait éloge à l'humanité, on devient tous frères. Mais voilà, Schubert est plutôt tourné, je me souviens d'un professeur qui me disait, Schubert, c'est un peu, on est dans un fiacre et pendant qu'on se balade tranquillement dans le fiacre, on voit des paysages torturés. Il se passe beaucoup de choses, mais on reste dans le fiacre. Schumann, on est plutôt sur un char d'abandon qui se livre avec des chevaux en haleine. On pourrait penser peut-être à Mazeppa, l'étude de Liszt, Mazeppa qui parle de ce héros Mazeppa qui est ligoté sur le dos d'un cheval. C'est ça le romantisme. Et c'est vrai que même si Schumann représente beaucoup la passion, les autres Liszt et Chopin, ils étaient quand même du même tournant. Mais comme je le disais tout à l'heure, Chopin avait plutôt, comme pourrait dire Boris Vian, un nénuphar dans la poitrine, c'est de ça qu'il est mort, c'est-à-dire de la tuberculose. Donc moi j'ai la sensation qu'on est plus tourné, justement, vu qu'on est plus affaibli physiquement, il était plus tourné vers la mélancolie, vers la mollesse, entre guillemets, même si la musique de Chopin est très vive à part endroits. Et Liszt resplendit cette forme, on l'a entendu tout à l'heure. Mais voilà, Schumann, c'est la passion. Schumann, on a passé justement un des extraits de ces David's Bündler Tänze, les danses des compagnons de David, opus 6, donc les compagnons de David, bien sûr référence à la Bible, à l'Ancien Testament, ce David contre Goliath, et donc... Alors là, nous allons entendre un carnaval. Alors nous allons entendre un carnaval, justement, et nous allons entendre justement particulièrement les deux penchants de Robert Schumann. Ça veut dire il se disait, il jonglait entre deux personnalités, Eusébius, le calme, le rêveur, le contemplatif, et ça s'enchaînera avec Florestan, le passionné, le glaive à la main, son moustache qui avance sans complètement insouciant et intuitif. Voici donc de son carnaval opus 9 très connu, Eusébius et Florestan, les deux personnalités de Robert Schumann.
carnaval opus, Opus 26. 9. Opus 9, non, Opus le 26 9. il viendra un petit peu après, mais qui est aussi son deuxième carnaval. Donc voilà, on en était dans les deux penchants un peu bipolaires, pourrait-on dire, de Schumann. Donc ces deux personnages qui constituent le carnaval, Eusebius et Florestan. Alors Carnaval est une œuvre dédiée justement à la commedia dell'arte. On retrouve Arlequin, on retrouve Pantalon et Colombine, Pierrot, même Chopin. Il y a le morceau Chopin, le morceau Paganini, il y a sa fameuse Clara, etc. Et là, c'était sous les doigts de Andrei Gavrilov que j'ai découvert et que je trouve très spontané justement dans la musique de Schumann qui lui va si bien. Et donc pour rester, parce que Schumann est certes un passionné et aussi un peu un taciturne, tourné un peu vers la mélancolie, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui aime mettre des masques, qui s'amuse, et on va l'entendre justement dans son Arlequin, toujours de Carnaval opus 9 et toujours par Andrei Gavrilov. Voilà, c'était Schumann dans son Carnaval opus 9 et dans son Arlequin. Arlequin, pour Arlequin, terminer. hein. Schumann s'amusait beaucoup. Sous les doigts de... Andrei Gavrilov, D'accord. j'imagine que c'est un russe, hein, avec Oui, ce oui. V à la fin. Donc c'était Schumann. Alors Schumann, il était partagé justement quand il arrivait. Donc au niveau de l'enfance, d'abord il est né sous le signe des Gémeaux et ça le tourmentera et en même temps ça le glorifiera, mais ça fera les deux. Ce sera aussi bien un désastre qu'une gloire puisque ça servira des deux. Il était sous le signe des Gémeaux. Il est né sous le signe des Gémeaux. Il y en a qui ne prêtent pas d'attention à l'astrologie, mais chez Schumann, on est en plein dedans. Sa maman le surnommait quand il était petit son Lichterpunkt, son rayon de soleil. Alors au collège, il était très disposé à la rêverie et à la distraction, en même temps que aussi sa certitude bien affirmée de devenir lui-même un jour un homme célèbre. Hein, il avait bien raison. Et il fonde un petit orchestre avec ses camarades de classe, en même temps qu'une société littéraire. Puis arrive l'adolescence, arrive aussi l'adolescence, hein, les sentiments qui se développent, on va dire, plus d'autres choses, où il se faisait appeler Faust en image avec Goethe, qu'a écrit donc Faust, hein, ce personnage qui fait le pacte avec le diable, ou Doppelgänger, ça veut dire le double. Donc on est en plein dans la double référence romantique, aussi bien par le recours au fantastique, la conscience étrange du sentiment du double, qui le mènera à l'aube de l'âge adulte à un déchirement intérieur entre deux vocations, être poète ou musicien. Et c'est pourquoi il écrit, une fois qu'il a choisi justement de choisir la musique, il s'y consacre tellement qu'il permet aussi d'œuvrer avec sa plume de critique, et il fonde en 1834 sa fameuse Neue Zeitschrift für Musik, c'est-à-dire sa nouvelle revue de la musique, qui existe toujours d'ailleurs, où il part en guerre contre les Philistins, gardiens d'un ordre moral rétrograde d'après lui, et contre les compagnons qui lui représentent les compagnons de David dont je parlais tout à l'heure. Alors on pourrait, pour situer un peu, les Philistins seraient un peu comme les Parnassiens, les poètes du Parnasse en poésie en France au 19e. Ces Parnassiens qui, pour eux, l'art poétique se faisait par la retenue, l'impersonnalité et le rejet de l'engagement social et politique de l'artiste. Schumann, c'est tout le contraire. Et les Philistins, c'est un peu ces Parnassiens musicaux, et donc bien sûr parmi les Davidsbündler, les compagnons de David, se comportent Mendelssohn, Schumann, Chopin, et donc voici. Donc nous pourrons quand même, on va passer un peu de musique. Schumann, comme je le disais, a beaucoup écrit pour le piano parce que avant d'écrire pour autre chose, on pourrait même dire que on va déjà écouter un morceau qui s'appelle le Carnaval opus 26, son dernier opus consacré au piano seul, puisqu'après il se tournera vers le lied, son fameux intermezzo, toujours par Andrei Gavrilov, et qui était un peu une clôture à l'égard du piano parce qu'il avait été accueilli par une Vienne qui était un peu dans la censure à son égard, et donc c'était un peu une sorte de déchirure à l'égard de tout cela. Et donc voici Intermezzo dans le Carnaval, son deuxième Carnaval, opus 26.
Eh bien oui, vous êtes en compagnie de Dominique sur Thème Radio 90.3 et sur le www.themeradio.com. Vous écoutez, vous suivez, je pense passionnément, les rendez-vous du classique. Et ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Jean Mazy, pianiste-compositeur troyen, qui nous parle passionnément de Robert Schumann. Alors Jean-Eudes Mazy, tout à fait passionnément et tout à fait Schumann, puisque c'est le personnage, c'est l'auteur, c'est le musicien de la Passion. Alors là, nous quittions avec le intermezzo de son Carnaval opus 26 qui clôture un peu toute sa consécration au piano solo. Alors avant d'amener un peu ce qu'il a fait après, parce que on pourrait s'amuser en disant que si Schumann était mort à 30 ans, on ne le connaîtrait que comme compositeur pour le piano. Et s'il était mort à 31 ans, donc un an de plus, on le connaîtrait. Il nous aurait révélé ses plus belles perles de ses leaders. D'ailleurs, 31 ans, qui est l'âge de mort de Franz Schubert. Mais donc voilà, on parlait tout à l'heure que Schumann se désignait par deux termes ou deux mots ou deux noms qui s'unissaient, qui étaient même des synonymes. C'était la Passion ou Clara. Alors Clara, qui est-elle? Comment elle est arrivée dans sa vie? C'est simplement que en 1828, après que Schumann obtient son Abitur, c'est-à-dire son baccalauréat en allemand, il va étudier le droit à l'université à Leipzig et même s'il ne le dit pas à sa maman, il est peu assidu dans ses études et fréquente plutôt les sociétés musicales et philosophiques de la ville, donc de Leipzig, et dans ses salons, il rencontre le facteur de piano Friedrich Wieck, qui n'est rien d'autre d'abord qu'une personne très ambitieuse et qui a mis au point une nouvelle méthode d'apprentissage du piano. Il comptait de nombreux élèves et en premier rang, bien sûr, sa fille Clara, née en 1819, dont il fera une pianiste virtuose. Et Schumann devient l'élève de Friedrich Wieck, le papa de Clara. Il prend aussi avec lui des cours d'harmonie de contrepoint. Et le 30 juillet 1830, puisque ça se passe très très bien, il confie Friedrich Wieck, Monsieur Wieck, le père de Clara, confie à sa maman, à sa mère, comment il s'appelle Robert confie à sa mère dans une lettre qu'il veut se consacrer à la musique et non plus au droit. Et Wieck promet de faire de son fils, donc à la maman de Schumann, en 3 ans, l'un des plus grands pianistes vivants, plus spirituel et chaleureux que Hummel, et plus grandiose que Moscheles. Schumann, il confiera aussi plus tard qu'il se voyait pas en tant que pianiste virtuose, on le saura après. Et donc Schumann emménage chez son professeur, il travaille acharnement et se plaint d'abord de douleurs infinies dans le bras, puis bientôt il se plaindra d'une paralysie de la main droite, qu'il contraindra à abandonner sa carrière de virtuose, sans grand remords, comme je vous le disais. Et tout cela aussi à cause d'une invention qu'il a faite pour stimuler la dextérité, la cigarenne mécanique. Alors on n'a pas du tout de trace de cette invention pour les doigts. Et donc finalement Schumann par la suite ne se servira plus de son index droit pour jouer au piano et même du majeur et de l'annulaire encore par la suite. Et voilà. Et alors on a dit que ça s'était dû à un traitement d'une maladie vénérienne qu'il aurait contracté avant de se tourner vers Clara. Et donc Clara, il la voit, il devient de plus en plus attaché à elle. Clara l'admire parce que c'est Robert Schumann, qu'il est quand même doué, mine de rien. Ils ont 9 ans de différence et à 13 ans, alors pour vous situer un peu comment Schumann voit Clara, il lui dit: je pense à vous pas comme un frère à sa sœur, ni comme un ami à une amie, mais comme un pèlerin à la Madone. Alors Clara a 13 ans. Il lui donne aussi des rendez-vous symboliques. Il lui dit: demain à 11h précises, je jouerai l'adagio des variations de Chopin. Ma prière est que vous fassiez la même chose de votre côté pour que nos esprits se rejoignent, etc. Et donc voilà. Donc le seul problème, donc leur premier baiser est échangé en fin novembre 35. Clara a 16 ans. Le 13 septembre 37, il demande officiellement la main de Clara et malheureusement, il s'est essuyé par un refus brutal à cause du père de Clara, Friedrich Wieck, qui voyait ça d'un mauvais œil parce que cette relation pouvait compromettre la carrière de sa fille. D'autant plus que Robert n'a pas de revenus assurés et fréquente assidûment les auberges. Et en 1839, Robert
Schubert porte plainte contre Wieck pour refus de consentement de mariage. Le jugement est favorable finalement. Il est rendu le 18 août 40 et le mariage a lieu à Schönfeld le 12 septembre, soit la veille du 21e anniversaire de Clara, celle-ci étant mineure. Le jour du mariage, Robert peut disposer de ses biens. Et en avril 41, Wieck sera, donc le père de Clara, sera condamné dans le procès en diffamation que Schumann lui a intenté. Alors, nous pourrions, donc voilà, il a écrit ces 10 premières années, donc de 1830 à 1839, que pour le piano. Une fois qu'il a Clara avec lui, une fois qu'ils peuvent enfin assouvir leur passion, leur amour, il se tourne, il abandonne justement ce piano solitaire vers le lead, c'est-à-dire la voix et le piano, la mélodie, et donc en 1840, c'est l'année du mariage, c'est l'année du lead, et il écrira quand même 138 leaders, dont les Liederkreis, les Dichterliebe, c'est-à-dire les amours du poète, bien sûr des poètes romantiques de l'époque. On pense à Heine, à Rückert, à Eichendorff, à Goethe, à Schiller. La nature, bien sûr, est un thème de prédilection, la nature vue de manière fantastique, le Rhin et ses châteaux, la mer et les montagnes, la nuit, bien évidemment, qui est quand même l'élément romantique par excellence, l'angoisse devant l'infini de l'univers et l'incarnation de l'amour comblé de Clara. Voici un lied tiré des Amours du poète opus 48 avec Dietrich Fischer-Dieskau dans Ich will meine Stelle tauschen. Je ne ferai pas la traduction. Ich will meine Seele tauchen in den Kelch der Lilie hinein. Die Lilie soll klingend hauchen, ein Lied von der Liebsten mein. Das Lied soll schauen und beben, wie der Kuss von ihrem Mund, den sie mir einst gegeben in wunderbar süßer Stund. Alors, ce qui frappe, j'allais dire, pas d'emblée, mais chez Robert Schumann, c'est que il est l'artisan, en fait, des morceaux courts. Oui, là, tout à fait. C'est ce qu'on disait, c'est qu'il veut s'affranchir un peu de ces règles de la période classique, qui était donc avant 1800, qui était un peu l'époque des règles, un peu le siècle des Lumières, l'époque où on structure tout par la raison, et l'époque romantique, qui est particulièrement chez la génération Schumann-Chopiniste, et particulièrement Schumann, ils adorent, enfin c'est des compositeurs, et Schumann donc adore la brièveté, la musique de l'instant, et donc il y a quelques sonates, mais en vrai c'est dans les intermezzos, les intermezzi, les impromptus, des formes nouvelles, les fantaisies, où Schumann se révèle vraiment être quelqu'un qui parfait justement l'art de tout dire en très très peu de temps. Alors là, nous étions dans le Lied, les Dichterliebe, les Amours du poète opus 48. Donc c'est l'année du Lied, c'est l'année du mariage de Schumann et Clara Wieck. C'est l'année donc de leur consécration. Ils auront des enfants. Alors Schumann n'arrête pas d'écrire, il est très content. Arrive 1841, c'est l'année de l'orchestre, de la symphonie. Comme il marque dans son journal, peu d'événements, plénitude de bonheur. Voilà, c'est comme ça qu'il voyait la 1841. C'est là qu'il écrit sa première symphonie. Et il rencontre d'ailleurs, parce que il faut quand même pas oublier que Beethoven nous proposait une impasse un peu dans la symphonie, vu qu'il est allé tellement loin dans ce domaine. Et il se trouve que Schumann n'a pas pu voir Franz Schubert, mais il a pu rencontrer son frère Ferdinand. Et Ferdinand lui confie divers manuscrits, dont une copie de la grande symphonie, la symphonie numéro 9 en ut majeur. Schumann confie ces manuscrits à Félix Mendelssohn, son très très grand ami, et ils vont jouer donc cette grande symphonie, et cette symphonie donc permet de sortir un peu de Beethoven. Comme disait Schumann dans sa revue, sa gazette de la musique nouvelle, il disait qu'il voyait dans la symphonie l'idéal d'une symphonie moderne avec ses divines longueurs, telles qu'un roman de Jean-Paul Richter. Jean-Paul Richter était un écrivain admiré de Robert Schumann.
Et donc, alors pour préciser un peu l'orchestre de Schumann, il est relativement peu volumineux. On retient 50 musiciens. Il donne beaucoup il donne beaucoup l'accès, enfin il donne beaucoup la voix au bois et au cuivre qui se font dans la tessiture centrale des cordes pour donner un son puissant. Et que un orchestre de 100 musiciens aurait tendance à faire étouffer par les cordes justement le contrepoint des instruments avant. Et les chefs d'orchestre qui sont très propres à cette représentation de ce petit orchestre intime de Schumann, c'est John Elliott Gardiner et David Zinman. Mais là, on va écouter quand même une symphonie de Schumann, non pas par Gardiner ou Zinman, mais par le hollywoodien Leonard Bernstein, dans l'Adagio, donc et le mouvement l'orchestre lent. Symphonique de New York. Pardon ? Et l'orchestre symphonique de New York. Tout à fait, dans cette symphonie magnifique qui est donc le mouvement lent de sa symphonie numéro 2. Voici un extrait, mais bon, après la deuxième partie se répète, donc on peut passer la première partie qui est inédite. Donc Leonard Bernstein dans la symphonie numéro 2 de Schumann.
Alors, Robert Schumann, le symphoniste, à présent. Voilà, c'était le long et lent cri de l'adagio espressivo de la symphonie numéro 2, opus 61 de Robert Schumann, que Leonard Bernstein, je trouve, a très très bien rendu avec cette liqueur de ces cordes qui s'étendent infiniment dans les aigus qui redescendent. Oui, tout à fait. Et il y aurait une similitude, je dirais, un peu avec Gustav Mahler. Ah oui, même si en vrai, enfin justement dans Schumann avec Brahms qui l'a aussi suivi a importé cette nouvelle façon de voir à la symphonie et avec aussi Berlioz, mine de rien, sa fameuse symphonie fantastique qui était justement la symphonie narrative, la symphonie d'éléments bucoliques aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça. Même si en vrai Gustav Mahler, donc une bonne génération après Schumann, s'est permis de oui, parce corriger en fait, ils ne se sont pas connus. Ah non, pas du tout. Mahler est né en 1860 oui. ou 66, non 60, à la même époque qu'Hugo Wolf, et il s'est même permis de corriger l'orchestration de Schumann qu'il trouvait un petit peu maladroite, alors que pas du tout. C'est simplement que Mahler voyait grand et Schumann voyait plus intime. Donc après, c'est chacun sa version. Et d'ailleurs, on n'a pas retenu les rectifications de Mahler. Donc voilà, on est dans l'année 1840, ouverture à la symphonie. L'année d'avant, c'était l'année du Lied, l'année de la consécration du mariage, des noces heureuses de Schumann et Clara, Robert et Clara, dont il s'est battu 10 ans avant pour obtenir sa main dans 10 ans avant, 1830-1840. C'est le piano et son journal intime. 1840, c'est l'année du Lied, l'année de la consécration de l'amour avec sa fameuse Clara, dont il aura d'ailleurs 8 enfants. 1841, la symphonie. Et 1842, il manque plus que la musique de chambre. Alors la musique de chambre, précisons que c'est la musique que l'on fait à plusieurs, mais en comité restreint, donc de manière intime. On peut être jusqu'à 9. Après, on appelle ça un orchestre de musique de chambre, un orchestre de chambre, pardon. Et donc, alors oui, sa première œuvre, c'est ces 3 quatuors opus 41. Oui. Peut-être pas tout à fait comme les Schubertades. Eh bien si, Schubertiade, c'était des réunions entre musiciens, poètes, voilà, avec Schubert. Schumann organisait, une fois qu'ils étaient quand ils avaient emménagé avec Clara et leurs enfants, ils organisaient des salons, des rencontres littéraires, et justement il a reproduit ce côté Schubertiade 2 décennies après, et donc voilà. Donc voilà, nous sommes dans la musique de chambre, 1842, et il écrit, alors comme il dit à propos de sa musique de chambre, il dit: je suis tenté d'écraser mon piano, il devient trop étroit pour moi. Alors il écrit ces 3 quatuors à cordes, opus 41, dédié à son fidèle ami qui sera d'ailleurs le parrain de sa première fille, Félix Mendelssohn. Il écrit ces 3 quatuors en 5 semaines. Le 13 septembre, l'anniversaire de Clara, dit ce fut un jour de joie et de plaisir. Mon Robert m'a fait la surprise de nombreux cadeaux, mais ceux qui m'ont le plus transporté, ce furent les 3 quatuors qu'il a fait jouer ce même soir en mon honneur. Toute cette splendeur qui me vient de mon Robert, ma vénération pour le compositeur qu'il est, croît avec chaque œuvre. Alors ensuite, il écrit son quintette avec piano, donc un quatuor à cordes plus un piano en 6 jours, son quatuor avec piano en 5 jours, parce que Schumann était comme ça, il débordait d'inspiration. C'est peut-être son côté, justement, il jouait entre eux, je vous disais, cette dualité très vive, très énergique, et cette dualité plus dépressive. Et donc voici ce mouvement merveilleux de l'adagio, parce que Schumann c'est avant tout aussi l'amour, et donc on sent cet amour infini dans le mouvement lent de son quatuor avec piano opus 47 et Glenn Gould au piano. Voilà, et c'est le quartet Juilliard.
quatuor avec piano, opus 47 de Robert Schumann, et c'était le Glenn Gould, piano. Grand Glenn Gould au piano. Et le Juilliard Quartet, donc le mouvement lent. Oui, il faut avouer que on a vécu tout à l'heure un Schumann très enflammé. Là, on est plutôt justement dans l'amour rassasié et une paix infinie qui pourrait nous évoquer les fameux arias paradisiaques des très beau, ce quatuor. Tout à fait. Il y a aucune onde, on va dire, négative. On est dans une paix, une accalmie totale. Et donc voici, le problème c'est que les années avancent, les enfants avancent aussi, ils poussent. Et notre émission aussi avance. Notre émission avance aussi, arrive l'été 52, les troubles lui reprennent, ses troubles de dépression, son acouphène revient, et il a des troubles de la parole, sa voix est de plus en plus faible et presque plus intelligible, c'est pourquoi d'ailleurs il déménagera de son poste de chef d'orchestre à Düsseldorf, où c'était censé être très très bien, mais il avait pas une battue claire, il manquait d'autorité. Et arrive le miracle, Johannes Brahms. Il est né en 1833, il arrive, il a 20 ans, il se présente au Schumann, il leur joue ses premières compositions, c'est-à-dire sa sonate numéro 1, sa sonate numéro 2, donc sonate numéro 1 opus 1 justement, sonate numéro 2 opus 2 dédiée à Clara, la numéro 3. Et Brahms, le voici non pas dans ses sonates, mais le voici là-dedans. Donc on ne s'étonnera pas, donc c'était l'introduction au concerto numéro 1 en plus 15 de Brahms. Donc on n'a pas entendu Maurizio Pollini, mais voilà, ça c'est Brahms. On s'étonnera pas non plus de ce qu'écrira Robert Schumann dans sa gazette musicale, où il l'intitule Neue Bahnen, c'est-à-dire Nouveau Chemin, où il écrit donc le 25 octobre 53, Brahms a 20 ans, il écrit « Il est venu cet élu au berceau duquel les grâces et les héros semblent avoir veillé. Son nom est Johannes Brahms et il vient de Hambourg. » Et oui, Brahms a 20 ans, Schumann a 43 ans, il sombre peu à peu, il se perd petit à petit dans ces démons qui reviennent, parce que il était peut-être enclin à cette mélancolie, et je soupçonne même d'ailleurs Brahms très très proche de la famille, de manière peut-être tout bien tout honneur, mais que Clara l'aimait beaucoup beaucoup, et Johannes admirait cette femme de compositeur et cette pianiste de génie justement. Et justement, on parlait du concerto de Brahms, dont on n'a pas entendu le piano parce que c'est une œuvre très très longue. On pourrait écouter le concerto de Schumann, écrit un petit peu plus tôt quand même, donc sous les doigts d'Argerich. Et donc voici le concerto pour piano opus 54 de Schumann, qui commence comme le concerto de Grieg et qui l'a un petit peu copié après.
Voilà, un extrait bien sûr parce que Tout à l'œuvre fait. est longue. L'œuvre est longue. Donc concerto de Brahms, de Schumann sous les doigts de Martha Argerich, qui lui va très très bien d'ailleurs ce concerto. Et donc concerto dont disait Schumann à propos, c'est quelque chose entre le concerto, la symphonie et la grande sonate. Et donc voici, donc Schumann avance, on est en 1854, donc comme je le disais, il perd petit à petit, le monde extérieur lui échappe, il se livre au spiritisme, fait tourner les tables, écoute avec terreur et fascination ses voix intérieures, et le 17 février tourne en hallucination acoustique, et une œuvre qui pourrait représenter cela, donc tous ces effets un petit peu obsessionnels, ces voix fantomatiques qui apparaissent, on pourrait penser à cette sonate pour violon, la numéro 1, opus 105, un peu maladive on va dire, et ce premier mouvement de sa sonate pour violon et piano. Donc voilà, hein, c'est on se fait signe en régie. Donc voilà, la sonate pour violon et piano. Alors je n'ai pas, par contre, l'interprète. Je l'avais, mais je ne le vois plus. Je le cherche moi également. Voilà, mais il est dans les platines. On va l'avoir. Donc c'est Schumann perd pied et vous allez sentir un peu. C'est une œuvre très très belle. Même si il perdait la tête, il ne perdait pas autant ses facultés de compositeur et donc voilà, hein, Oui, là on est pratiquement à la fin de sa vie. On est à la fin de sa vie, on est en 53, donc l'époque où Brahms intervient dans la vie des Schumann, et donc peu de temps après, c'est-à-dire en 54, il allait, on va dire la suite après.
c'était le premier mouvement, en tout cas en extrait de la sonate numéro 1 pour violon et piano opus 105 de Schumann, avec Pavel Berman au violon, Pavel Berman au violon et Alexander Mikhaïlouk au piano, où je trouve qu'il représente assez bien justement ce côté fuyant un peu de la mélodie, cette lutte aussi entre ce thème et ce piano où ils se mêlent avec une certaine lutte. Donc c'est le Schumann qui peu à peu dérive de la réalité, mais Schumann, il ne faut pas oublier aussi qu'il a beaucoup œuvré pour les enfants, déjà parce qu'il avait 8 enfants, donc forcément il aimait les enfants, et un peu comme Jean-Sébastien Bach, il a écrit des œuvres consacrées aux enfants. On pensera à l'album pour la jeunesse opus 68, que tous nos élèves qui ont 7-8 ans jouent le fameux Galaboureur ou le soldat en cours de piano. On pensera aussi à l'album de Leader pour la jeunesse opus 79, donc des mélodies, ou alors encore 12 pièces à 4 mains pour petits et grands enfants, opus 85. Je vous propose aussi de ne pas oublier bien sûr l'opus 15, c'est-à-dire les scènes d'enfants, et non pas la rêverie légendaire, la 9e pièce, mais celle-ci, c'est-à-dire le cavalier sur le cheval de bois, scène d'enfants par Argerich. Voilà. Donc c'était un extrait des scènes d'enfants, et donc le cavalier sur le cheval de bois, on sentait vraiment ce sautillement du petit enfant qui est sur ce cheval de bois sous les doigts de Martha Argerich. Alors c'était pour parler aussi que donc Schumann avait beaucoup œuvré pour la pédagogie et pour l'enseignement de la musique aux enfants. Par contre, il ne faut pas être enfant pour interpréter cette pièce. Alors oui, les scènes d'enfants, c'est ce qu'il disait. D'ailleurs, il termine les scènes d'enfants qui s'appelle Le poète parle, parce que c'est une évocation à l'enfance, mais ce n'est pas forcément, c'est pas fait pour être joué par des enfants. Par contre, l'album pour la jeunesse et tous ces recueils, là, c'est fait pour les enfants. C'est pour ça qu'on les étudie dans les écoles et les conservatoires de musique. Et donc voilà. Donc on arrive vers la fin de l'émission, vers la fin aussi de le crépuscule, on va dire, de Schumann. Donc nous sommes en 54. Schumann devait mourir en 56 à 46 ans, mais nous sommes en 54. Donc il a ses troupes qui reviennent et il entend un thème qu'il note d'ailleurs et sur lequel il compose ces fameuses variations des esprits, les Geistervariationen, et un thème qui revient tout le temps. Alors le 27 au 27 en 54, il sort de chez lui en pantoufles et après avoir traversé Düsseldorf sous la pluie, il se jette prétendument dans le Rhin. Le 4 mars, Schumann est conduit à l'asile du docteur Richard Heidenich près de Bonn, dont il ne sortira plus. Et pour continuer donc ces derniers instants, donc en printemps 56, il refuse la nourriture. Le 16 et 17 avril 56, il brûle les lettres de Clara et d'autres papiers personnels parce que Clara l'aimait beaucoup, certes, mais elle ne venait pas beaucoup le voir non plus en hôpital. Elle avait peut-être peur de voir son mari dans ces états. Néanmoins, le 23 juillet 56, Schumann est mourant. Clara se décide finalement à le revoir. Comme elle dit, il me sourit et d'un grand effort m'enserra dans ses bras et je ne donnerai pas cette étreinte pour tous les trésors du monde. Et le 29 juillet, dans l'après-midi, Schumann meurt des suites d'une cachexie, c'est-à-dire de malnutrition et d'anorexie. Et à son enterrement, il y aura bien sûr Brahms qui portera le cercueil, et on peut évoquer donc une dernière pièce, dernier élan, on va dire, créateur de Schumann, ces fameux Gesang der Frühe, c'est-à-dire les chants de l'aube opus 133 sous les doigts de Piotr Anderszewski, donc la dernière œuvre, et voici les chants de l'aube.
Les Chants de l'Aube. Opus 133, dernier opus pratiquement de Schumann. Alors on a attribué justement sa folie, pourrait-on dire, à Richards, son docteur qui s'occupait de lui à l'asile, disait que c'était pensé à la syphilis, une hypothèse soutenue aussi tacitement par Clara, vu qu'il l'aurait contracté avant Clara. Mais d'ailleurs, cette contraction de la syphilis est encore répandue de nos jours, mais en vrai, le procès-verbal de l'autopsie ne met pas à l'appui cette hypothèse, et parce que d'abord Schumann n'a pas souffert de troubles de la mémoire et que son écriture ne s'est pas dégradée, loin de là, la preuve à l'instant dans ce merveilleux morceau des Chants de l'Aube. Et différents symptômes appuient la théorie justement du trouble bipolaire qui aujourd'hui en 2012 devient de plus en plus connu, ce terme-ci, et ce qu'on appelait avant maniaco-dépressif, c'est donc trouble bipolaire, et on est vraiment en plein dedans, comme on le disait, il est né sous le signe des Gémeaux et était partagé, il en jouait d'ailleurs entre Eusébius et Florestan, et où on a aussi conclu à une psychose schizoïde. Et donc pour finir, donc ce personnage très très riche qui s'est donné avec félicité dans tous les domaines de la musique, que ce soit le piano, la musique de chambre, la symphonie et même l'opéra dont on n'a pas parlé, Schumann disait: celui qui n'ose s'attaquer à ce qui est mauvais, c'est mal défendre ce qui est beau. Voilà, nous pourrions dire tout cela. Donc Schumann, l'amoureux, le plus amoureux des romantiques. Schumann, la passion. Schumann, Clara. Et voilà. Eh bien, Jean-Eudes nous a passionnés avec la vie de Robert Schumann et puis la musique également. Notre émission est terminée. À présent, nous retrouverons Jean-Eudes Mazy, je pense, pour notre dernière émission de la saison, l'émission des vacances, un peu spéciale comme tous les ans, mais variée. À ce moment-là, si tu veux être des nôtres, Jean-Eudes, ce sera avec plaisir. Exactement. Donc, à très bientôt, Jean-Eudes. Merci d'être venu nous avoir parlé de Robert Schumann. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, je pense. Et d'ici là, passez une très bonne semaine en compagnie des programmes de Thème Radio. Très bonne soirée à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.